Bonjour, bienvenue à cette masterclass aujourd'hui qui sera animée par Mathieu Alich, brand ambassadeur de Lafroeg, pour nous parler de cette belle distillerie. Mathieu. Merci. Donc, bonjour à tous, bienvenue chez Lafroeg, et j'insiste sur le Lafroeg et pas Lafroeg, Lafroeg ou je ne sais quoi d'autre, bien Lafroeg. Ensemble, on va voir simplement l'histoire de la distillerie à travers ces différents managers qui ont fait ce qu'est Lafroeg. On va voir ensemble comment Lafroeg est produit et ce qui dans sa production rend Lafroeg si original. On va voir le style Lafroeg rapidement ensemble et enfin déguster parce qu'on est là pour ça, je pense, c'est ce qui nous intéresse tous. Donc Lafroeg démarre comment? Ça démarre en 1800. On a deux frères, les frères Johnston, Alexander et Donald, qui ont des terres, qui élèvent du bétail. Pour ce bétail, il leur faut de l'orge. Le problème, c'est qu'ils font beaucoup d'orge, donc ils ne savent pas quoi en faire. Habituellement, ce qui se passe pour utiliser des surplus d'orge, on fait de la bière, ce qui est assez facile. Eux, ils sont un peu plus ambitieux que ça, ils veulent faire du whisky. Donc leur orge supplémentaire, ils en font du whisky. Ils commencent tranquillement et ça prend plutôt bien, à tel point qu'en 1815, ils arrêtent le bétail et ils font que du whisky, et c'est comme ça qu'ils créent Lafroeg, d'où le 1815 sur la bouteille. Ce qui va se passer, c'est que par la suite, un des deux frères, Alexander, va quitter Lafroeg, vendre ses parts et partir en Australie, vivre le micro marche, ouais. Partir en Australie, vivre des jours heureux, et Donald va gérer ça tout seul, jusqu'en 1947, où malheureusement il va décéder brutalement. Il va léguer la distillerie à son fils Dugald, mais qui à l'époque est encore trop jeune pour la gérer. Donc son cousin Alexander, qui n'est pas l'Alexander initial, il faut un petit peu suivre, c'est un peu compliqué, mais un autre Alexander, va un peu le chapeauter, et ensuite lui donner les rênes en 1957. Ce qui va se passer là, c'est que Dugald va vouloir un petit peu gérer mieux la production, dans le sens où beaucoup de ce que fait Lafroeg à l'époque est vendu à des blenders, notamment à Mackie & Co. Le problème, c'est que Dugald, il est fier de son whisky, il veut en faire un single malt, donc il veut arrêter de le revendre. Donc du coup, il va s'inscrire dans une espèce de combat juridique avec Mackie & Co, qui ne veut pas lâcher Lafroeg. Initialement, ça va être juridique, ça va être un peu plus que ça. Il va y avoir des petits combats, typiquement, ils vont s'amuser à rediriger le courant de la source Kilbride qui alimente Lafroeg. Ils vont s'amuser aussi à débaucher du staff de chez Lafroeg pour recréer Lafroeg chez eux, ça ne marchera pas. Ils vont même essayer de racheter Lafroeg, ça ne marchera toujours pas. À tel point qu'ils vont être proches de la banqueroute, et Mackie & Co va être racheté par The Distiller Company Limited, qui maintenant est connu sous le nom de Diageo. Après, les fondateurs, ce qu'il va avoir, ça va être Ian Hunter, le visionnaire, que certains connaissent grâce au Chapter. Donc il y a une série chez Lafroeg qui est Chapter 0, 1, 2, 3 et 4 bientôt, qui sont les whiskies de 30, 31, 32, 33 et 34 ans chez Lafroeg, qui portent le nom d'Ian Hunter. Ian Hunter, c'est un personnage hyper important, parce qu'il arrive en 21, la distillerie n'est pas forcément en très bon état financier, et malgré ça, il va vouloir doubler la production, ce qui sera fait en 1923. Mais en même temps, ambitieux mais méticuleux, puisqu'il va s'assurer que les nouveaux alambics soient vraiment strictement identiques aux initiaux, donc vraiment que la qualité soit constante. C'est aussi un homme qui voyage énormément, qui va partir aux quatre coins du monde, en Scandinavie, en Europe, en Amérique latine, au Canada. Il sera un peu VRP de Lafroeg, donc il va un petit peu le diffuser dans le monde entier. Ce qu'il va faire aussi, et là c'est là où il est malin, c'est qu'il va même réussir à distribuer Lafroeg durant la Prohibition. En gros, il va mettre en avant les vertus médicinales de Lafroeg, et ça va passer comme ça. Il va continuer à distribuer Lafroeg aux USA sous des vertus médicinales. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a marché en tout cas. Aussi, ça va être le premier à faire des vieillissements en fût de Bourbon, ce qui pour nous paraît classique et même commun. À l'époque, ça n'était pas. Ce qui se passait, c'est que beaucoup des vieillissements de whisky étaient en fût de Xérès, parce qu'il y avait beaucoup d'accords commerciaux entre les Grandes-Bretagne et l'Espagne, mais Seconde Guerre mondiale, donc raréfication des fûts. Et ce qu'il ne voulait pas, c'était utiliser à outrance les mêmes fûts et pas en qualité. Donc il s'est dit, il y a un apport qui est constant en fût des USA, puisque pour faire du Bourbon aux USA, les fûts doivent être neufs, ils ne peuvent pas être réutilisés, donc il y a un fût constant. Donc il dit, pourquoi pas essayer comme ça? Et c'est comme ça que le vieillissement en fût de Bourbon a été introduit dans le whisky. Donc ce qui paraît commun maintenant, ça a été mis en place par Lafroeg. Bessie Williamson, la pionnière, elle aussi, vous la connaissez peut-être par rapport aux 25 ans, puisqu'il y a un whisky 25 ans d'âge Lafroeg, uniquement en duty-free, qui porte son nom. Elle est arrivée chez Lafroeg en 1943. Pareil, la Seconde Guerre mondiale, marasme économique, elle ne trouve pas de travail, elle enchaîne des petits boulots, et elle atterrit chez Lafroeg en tant que dactylographe, initialement. Ian Hunter va détecter un truc en elle, une espèce de flamme, et il va la prendre sous son aile et la former pour qu'elle reprenne la distillerie par la suite. Ce qui va se passer avec Bessie Williamson, qui est hyper intéressant, c'est qu'elle n'est pas d'Ayla. Elle est née à Glasgow, elle a toujours vécu à Glasgow, elle débarque sur Ayla, et malgré tout, elle va vraiment s'intégrer.
et elle va vouloir faire que Lafrogue soit vraiment au centre de l'île et en faire une espèce de maillage social. Elle va organiser des bals populaires, elle va mettre en place une cérémonie des découpes de la tourbe annuelle, elle va mettre à disposition des habitants les locaux pour des mariages, des anniversaires, vraiment faire de Lafrogue une espèce de, pas un pub, mais vraiment un lieu de rencontre pour les habitants. Aussi, elle va vouloir faire progresser Lafrogue financièrement parlant, et elle va progressivement vendre des parts de Lafrogue à Shiger Evans Company pour avoir plus de capitaux, pour progresser encore plus et produire plus. Enfin, ça paraît évident, mais c'est la première femme à gérer une distillerie de whisky en Écosse, la toute première à l'époque. Elle dirige ça dans les années 60, donc on est encore vraiment à une époque où pas beaucoup de femmes travaillent, c'est assez mal vu, donc c'est vraiment une pionnière et qui va ouvrir la voie pour d'autres. Ensuite, Ian Anderson, donc le Friends of Lafrogue, puisque c'est lui qui a créé le programme. Il arrive chez Lafrogue en 89 avec une idée en tête, c'est que Lafrogue doit être partagé. Ce n'est pas un whisky à boire tout seul. C'est un whisky qui a une histoire, qui a une entité, qui a des choses à véhiculer, et le boire seul, c'est rater un peu l'expérience. Donc vraiment, il veut faire de Lafrogue un whisky à boire entre copains. Pour ça, il met en place Friends of Lafrogue, qui est un programme de fidélité, qui est assez original, puisqu'en fait, vous vous abonnez, enfin vous inscrivez sur le site, et on vous attribue un lopin de terre de Lafrogue, qui fait la taille d'un pied carré, attribué directement à l'inscription. C'est un petit peu anecdotique, mais d'un côté, ça permet à la distillerie d'être un petit peu ventilée dans plein de parts différentes et pas pour être rachetée. Donc il y a un petit main en arrière. Avec ce lopin de terre, si vous allez à la distillerie de Lafrogue et vous montrez que vous êtes friend of Lafrogue, on vous offre votre rente qui est un petit verre de Lafrogue. C'est mignon, c'est sympa, mais ça peut être cool. Aussi, vous avez là les petits drapeaux qui sont ici. C'est quand vous allez sur la distillerie, on géolocalise votre lopin de terre, vous avez votre drapeau national, vous le posez et faites une photo. Ça fait un petit souvenir qui est sympa aussi. Dans la même année, en 1994, Lafrogue va obtenir le Royal Warrant, qui est une espèce de sceau de qualité qui est délivré par la famille royale, à l'époque par le prince Charles, maintenant le roi Charles III, qui est un grand fan de Lafrogue, comme on le voit ici. Et aussi, sous l'impulsion de Ian Anderson, Lafrogue, 10 ans d'âge, sera le whisky single malt le plus vendu en années 90. Il faut se rappeler que Lafrogue, c'est spécial, c'est tourbé, c'est particulier. Ce n'est pas un whisky facile d'accès au départ. Donc d'avoir réussi à faire de ces whiskies-là le whisky le plus vendu au monde en 90, c'est un exploit qui est assez remarquable. Enfin, on va avoir l'homme d'Ayla, John Campbell. Donc, jeune retraité, puisqu'il a quitté la distillerie il y a 1 an, en 2021. C'est la première personne à être natif d'Ayla et à diriger Lafrogue. Ce qui paraissait évident au départ, mais ce n'est pas le cas. C'est aussi le plus jeune manager de l'époque. Il est arrivé en 1994 à la distillerie, où il était maltman. Donc, il retournait l'orge pour le sécher, enfin pour le faire jamais, pardon. Donc, il a vraiment démarré au bas de l'échelle pour être manager à la fin. Il crée en 2009 l'édition Cardius. Donc, c'est écrit Kiardea, ça dit Cardius. Ça veut dire amitié en gaélique. C'est une release qui est annuelle, qui est à chaque fois faite sous la direction du manager de la distillerie et qui est dispo uniquement à la distillerie ou en ligne quand on est membre de Friends of Lafrogue. Si vous voulez goûter la 2022, on l'a au stand. Il faut s'inscrire avant, tout bêtement. Vous avez un QR code sur place, très facile à faire. Je vous enjoins à le faire parce qu'il est très très bon. 2022, c'est un vieillissement en ex-Food Maker's Mark, premier remplissage, assez jeune. Vieillit vraiment en warehouse number 1, donc vraiment en front de mer, très iodé, très salin, très tourbé. Il est vraiment excellent. Si vous pouvez le goûter, goûtez-le. Il manque une slide, parce qu'il y a un nouvel arrivant qui s'appelle Barry McAfee, qui a repris la distillerie il y a 1 an, mais il vient d'arriver, donc son empreinte n'est pas encore là. On va lui laisser un peu de temps, et quand il va arriver son œuvre, on parlera de lui. Mais je l'ai rencontré, c'est un mec adorable. Maintenant, on passe à comment est produit Lafrogue. Je ne vous apprends rien, le whisky, c'est de l'eau, des céréales, ici de l'orge et des levures. L'eau est hyper importante. C'est vraiment ce qui fait qu'une distillerie peut marcher. Donc notre eau, elle vient de la source Kilbride, à côté de la distillerie. C'est une eau qui joue un élément clé parce qu'elle sert à tout. Elle sert à la fois à malter l'orge, elle sert au brassage, elle sert à chauffer les alambics, elle sert également à descendre en degré alcoolique le distillat. Donc elle sert à tout dans la distillerie. Donc elle est vraiment essentielle. Ce qui est intéressant avec notre eau, c'est qu'elle est douce, tourbée et non minérale. Non minérale, c'est hyper important pour la qualité. Tourbée, je m'invite fait, elle n'a pas un goût de tourbe, elle a un goût qui est assez terreux. Mais le fait qu'elle soit chargée en tourbe, quand on va malter notre orge, ça va servir de catalyseur. Ça va permettre à l'orge de plus se gorger en tourbe par la suite. La tourbe, aussi hyper importante. Donc signature d'Ayla. Pour ceux qui ne savent pas, la tourbe au départ, on s'en sert par défaut. Sur Ayla, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de bois. Donc on sèche l'orge à la tourbe. Donc ce qui était au départ un défaut de ressources matières premières devient un style. À savoir que notre tourbe, elle vient de la tourbière de Glen Macri,
et elle est coupée à la main. C'est un détail pour vous, mais pas pour nous. C'est hyper important parce qu'en fait, le fait de la couper à la main fait qu'on conserve plus d'humidité quand on l'enlève. Donc du coup, plus de goût à la fin. On pourrait faire ça mécaniquement, c'est plus efficace, mais sur le long terme, on n'aura pas le style de la frog. Les planchers de maltage. Sur l'île d'Ayla, on est 3 distilleries à avoir un plancher de maltage. Il y a la Frog, Bowmore et Kilchoman. C'est tout. Le reste, c'est acheté auprès de malteries. Pour la Frog, ce qui se passe, c'est qu'en proportion, généralement dans nos whiskies, 20% de l'orge maltée vient de la Frog, le reste vient de Port-Hélène. Toujours sur Ayla, mais de Port-Hélène. Comment ça se passe pour le maltage? Simplement, on a des grandes salles sur lesquelles on étale notre orge. Généralement, en fait, en capacité, en même temps, on peut malter 7 tonnes d'orge à la fois. Par mois, ça fait 27 tonnes environ. Ça prend 48 heures, donc on imbibe ça d'eau, l'orge va germer. Pourquoi on fait ça? Pour faire sortir l'amidon. L'amidon qui viendra de sucre par la suite, alcool ensuite. Quand l'orge arrive, c'est des dates de geek, mais ça peut intéresser certains, il est à 15% d'humidité, il commence à germer à 42, et quand il a fini, il passe à 32. Une fois qu'il a été malté, il va passer au séchage, dans les fours à tourbe. Juste là. Nos fours à tourbe sont assez iconiques de la distillerie, puisque c'est un des éléments les plus anciens, 1840, ça n'a pas changé depuis là. Notre tourbe, donc, elle est brûlée pendant 17 heures sous un process de cold smoke. Ça veut dire que c'est froid, c'est-à-dire que c'est plus froid que d'autres process de séchage. Pourquoi on fait ça? C'est comme pour la tourbe au départ. On a une tourbe qu'on a coupée à la main, qu'on a préservée. Le but, c'est pas de l'agresser, de la chauffer trop fort. Donc en la chauffant moins fort, on conserve plus de composés phénoliques, médicinaux et camphrés qui vont faire ce qu'est la frog. Après, ce qui va se passer, une fois qu'elle a séché, il faut qu'elle repose 4 semaines avant d'être passée en cuve de brassage. Pour les passer en cuve de brassage, on va d'abord la réduire sous forme de farine qu'on appelle le grist, qui est une farine qui est assez épaisse. Ce n'est pas la farine des pancakes, c'est vraiment une farine qui est un peu riche, qui est un peu épaisse, qui va mettre dans le mash tun, qui est en fait la cuve de brassage. Là, on y ajoute de l'eau de Kilbride toujours, et on va porter ça à 67 degrés. Ce qui va se passer, c'est que l'amidon va se dissoudre en sucre. On aura un liquide sucré, qu'on appelle le wort. Le wort peut être trouble ou épais. Enfin, trouble ou clair, pardon. Trouble ou clair, excusez-moi. Un wort qui est clair sera un wort qui sera avec peu de céréales en suspension, qui fera un whisky qui est assez fruité. Un wort foncé, c'est un whisky qui sera riche en suspension de céréales, qui fera un whisky qui sera assez huileux, avec notes de noisette et de noix. La frog, c'est un wort qui va être clair. Une fois qu'on a notre wort, on le filtre et on passe ça en fermentation dans les washbacks. Donc par cuve, on met environ 10 500 litres de mou et on ajoute de la levure. Et là se passe la fermentation, qui est en 2 étapes. Aérobie, anaérobie. Anaérobie, ça va être simplement le fait de consommer l'oxygène, transformer ça en CO2 pour se développer. En aérobie. Anaérobie, c'est là, en fait, quand il n'y a plus d'oxygène, la levure va consommer le sucre pour devenir de l'alcool. À force, la température va monter, les levures vont mourir, la fermentation va s'arrêter. À la fin de cette étape, on a une bière qui est environ à 8,5 degrés, qu'on appelle le gauche, qui va passer en spirit still ensuite. En spirit room, pardon. Donc la distillation. Classique, sur les whiskies écossais, on a des alambics qui sont en cuivre, à la fois pour réduire la chaleur et pour débarrasser le whisky de composés sulfurés. Notre salle à nous, elle est composée en 3 grands wash still et 3 plus petits spirit still. Le wash still, c'est la première distillation. On prend la bière qui est à 8,5 degrés, on la distille, on obtient un liquide qui est après à 20,5 degrés. Pour rappel, distillation, on fait chauffer le liquide, les vapeurs d'alcool sont plus légères, s'évaporent en première, on les condense, on récupère un liquide alcoolisé qui est à 22,5 degrés. On va les redistiller pour obtenir un liquide qui sera à peu près à 63,5 degrés. Là, ce qui est intéressant chez la frog qu'on ne fait pas ailleurs, c'est le premier cut et le dernier cut. En gros, quand on distille de l'alcool, il y a un premier cut qui s'appelle les têtes qu'il faut se débarrasser parce qu'elles sont toxiques et de mauvais goût. Il y a les culs à la fin, il faut aussi se débarrasser. Donc il faut aussi récupérer que le cœur de chauffe. Généralement, dans les distilleries, c'est un premier cut qui se fait à 10 minutes. Chez la frog, il se fait à 45 minutes, beaucoup plus tard. Pourquoi on fait ça? Pour avoir à la fin un liquide qui est moins sucré et encore une fois préserver les composés phénoliques, aromatiques qui font de la frog ce qu'est la frog. Une fois qu'on a distillé, on passe ça en fût. Donc majoritairement en fût de Bourbon parce que c'est la signature de la marque et c'est ce qui est le plus commun. Ce qui va se passer, c'est que la majorité des fûts de Bourbon qu'on utilise viennent de Maker's Mark parce que la frog appartient à Beam Suntory, donc une espèce de synergie qui se fait.
Donc majorité Maker's Mark, pas totalité. Vous avez pu l'entendre, ce n'est pas le cas. Ça a vocation à être Maker's Mark uniquement, mais pour le moment, c'est 80%, on va dire. Le reste, on va utiliser beaucoup de fûts d'Oloroso. Aussi, ce qui va se passer, c'est que au niveau de la distillerie, ce qu'on va faire, c'est que les fûts qu'on utilise, on va les remodeler. Les fûts de Bourbon font 200 litres, on les remodèle en 250 litres d'Eoxed pour la maturation, pardon. Et voilà, et au bout de 10 ans, ou plus, ou moins selon les différentes options qu'on a, on aura la Frog 10. Le style de la Frog, on va y revenir très rapidement. Ça va être notre tourbe, qui est spéciale, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur l'île, en gros, au nord de l'île, la tourbe est moins riche en sphène, elle est moins tourbée, enfin, moins aromatisée, on va dire, que celle au sud de l'île, où là se trouve la Frog. Donc c'est hyper important de notre tourbe. L'océan Atlantique, en fait, la distillerie est vraiment à front de mer. Un de nos chais est vraiment quasiment sur la mer. Donc il y a une grosse influence de l'océan, du sel, de l'iode qui va vraiment charger le whisky au fur et à mesure de la maturation. Et enfin, les fûts de Bourbon. Comme je vous l'ai dit, on appartient à BIM Suntory, donc on a accès à des fûts de Bourbon qui sont exceptionnels. Ils sont hyper importants et sont vraiment moteurs de ce qu'on fait. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, on va déguster. Et attaquer le 10 ans. Vous avez juste devant vous. Normalement, c'est le verre le plus proche de vous. Donc, vous avez vu, j'ai mis des notes là. Elles sont importantes et pas importantes. C'est mon point de vue. Pas forcément le vôtre. On a chacun notre palais. C'est plus des clés pour vous aider qu'une vérité vraiment pure et dure. Ce qu'il faut retenir, c'est le résumé. C'est de la Frog 10 ans, donc c'est vieilli 10 ans en fût de Bourbon, à la fois second fill et first fill. C'est vraiment ce qui a fait l'image de la Frog. Vous allez avoir un whisky qui au nez est très tourbé, très puissant, qui en bouche est beaucoup plus doux que ce qui paraît. On a quelque chose de très vanillé, des fruits mûrs, des fruits jaunes, et à la fin, la tourbe va revenir, avec un petit côté salin en plus. Je vais tranquillement, je vais faire de même d'ailleurs. Et j'ai rempli. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Je vous laisse un petit peu de temps encore pour déguster. On y va? La Frog 10 ans Sherry Oak. Donc c'est un peu une nouveauté pour la France. Ce n'est pas une nouvelle référence en tant que telle, mais la France y a enfin accès. Vous êtes parmi les premiers à le goûter. Donc le Sherry Oak, ça va être la même base que la Frog 10 ans classique, sauf qu'il y a un finish en fût d'Oloroso. Je n'ai pas le nombre d'années malheureusement, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est bien en fût d'Oloroso. L'intérêt de ce finish-là, c'est qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux en termes de tourbe. C'est beaucoup plus, pas maîtrisé, mais on va dire dompté. On a vraiment un côté animal, cuir qui va apparaître entre l'addition de la tourbe et du côté Oloroso avec les épices, le chocolat, le tabac. Aussi, à la différence de la Frog 10, on est sur un degré alcoolique plus fort. La Frog 10 est à 40 degrés, chez Réo qui est à 48 degrés. Donc un peu plus de peps aussi. La suite. Ouais. La Frog 10 ans brut de fût. Je ne devrais pas le dire, mais de toute la gamme, toute la Frog confondue, c'est mon préféré. C'est vraiment pour moi la quintessence de la Frog. Ça a une patate géniale. Alors, le degré alcoolique peut faire peur. Donc là, ce n'est pas le bon visuel. Vous avez le batch 14, pas le batch 15, qui est à 58 degrés, donc qui peut faire peur en termes de degré alcoolique. Mais au final, ce n'est pas si agressif que ça, je trouve. D'une part, vous avez bu avant d'autres choses, donc vous avez le palais qui est un petit peu habitué à l'alcool. Même en tant que tel, c'est assez gras en bouche, c'est assez huileux, c'est assez riche. Il se passe plein de choses. C'est un whisky qui est vraiment agréable à boire et qui, pour moi, vraiment représente ce qu'est la Frog.
Est-ce qu'il y a un préféré qui se dégage chez vous, réellement, ou alors c'est assez étal? L'Oloroso? On va faire un petit test. Par levée de main, votre préféré, l'Oloroso? Quand même. Ok. Brut de fût? Ah, quand même. Le disque classique? Ouais, quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une gamme qui est assez étoffée pour plaire à tout le monde et avoir chacun un préféré. Et c'est étoffé, mais à chaque fois, c'est différent, mais à chaque fois, on trouve la frog. C'est ça qui est important dans ce qu'on fait ici. Et enfin, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, soit ici, soit au stand, ça dépend du temps qu'il nous reste. Il faut aller vite, mais s'il y a une ou deux questions, on peut les prendre ici. C'est bon? Si on n'a pas, c'est Oui. bien. Allez, une. Oui, dis-moi. Le triple wood, c'est le vieillissement. En fait, en gros, sur le 10, tu es uniquement en fût de Bourbon. Ok, Sur le triple wood, tu as un triple vieillissement. Lequel, je ne sais plus. d'accord. Parce qu'en plus, c'est une gamme qui est arrêtée, qu'on ne fait plus. Donc, du coup, j'ai pas du tout bossé là-dessus, malheureusement. Mais en gros, voilà, c'est juste que le triple wood, tu vas avoir déjà, t'as pas d'âge. La frog, c'est un 10 ans, c'est sûr. Triple wood, il n'y a pas de statement, donc déjà ça. Et je dirais que vu que c'est un triple wood, tu auras forcément un fût de Bourbon, un Xérès. Le troisième, je ne sais pas. Mais voilà, la différence, c'est ça. C'est vraiment l'âge et le vieillissement qui est différent, puisque c'est un triple vieillissement. Ok. J'ai une autre question ici. Bonjour. Bonjour. Vous avez donné une information au début de Ouais. votre introduction. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Laquelle? Sur le whisky à goûter. Oui, Cardass. Voilà. Donc, Cardass, donc, en gros, donc, c'est un whisky. Donc, en gros, c'est une édition annuelle qui est faite uniquement pour la distillerie et les membres de Fraise of la Frog. Celle qu'on a cette année, c'est la 2022. On l'a au stand. Normalement, elle n'est pas disponible en France, il faut uniquement la commander. Donc, c'est un premier remplissage de fût de Maker's Mark, assez jeune. J'ai pas l'âge, il n'est pas indiqué, donc c'est un whisky jeune généralement. Vous allez voir, la couleur est très très claire. Vieilli uniquement au warehouse number 1, donc vraiment le chai qui est au front de mer. Donc, c'est un whisky qui est très tourbé, mais très salin aussi. Et si vous voulez goûter, vous allez au stand de la Frog. Il y a un petit formulaire à remplir avant, et voilà. Allô? Merci beaucoup, Avec Mathieu. plaisir. Et puis, retrouvez-le en effet sur le stand de la Frog.